14 mai 1916. Rubio, Chihuahua, Mexique. Le sous-lieutenant George S. Patton était accroupi derrière le coin d'une maison de ranch en adobe. Son revolver Colt 45 à crosse d'ivoire était vide. 3 cavaliers armés chargeaient vers lui au grand galop, carabine crachant le feu. Il avait déjà tiré ses 5 cartouches. Clic, clic, rien. Et tandis que ses mains s'affairaient maladroitement à recharger, 3 balles sifflaient près de sa tête, si près qu'il pouvait sentir le déplacement d'air. À cet instant, alors que la poussière et la poudre emplissaient ses poumons et que la mort chargeait vers lui, l'homme qui allait devenir le général le plus célèbre d'Amérique apprit une leçon qui définirait son image pendant 3 décennies. Les revolvers à crosse d'ivoire, dont tout le monde se souvient, ils n'étaient pas là pour le spectacle. Ils étaient une assurance contre le moment où votre arme principale se vide, et que vous êtes encore bel et bien dans le combat. Pour comprendre pourquoi Patton s'est retrouvé dans une fusillade mexicaine à 30 ans, vous devez savoir 3 choses. Premièrement, en mars 1916, le chef révolutionnaire Pancho Villa traversa le Nouveau-Mexique avec environ 500 hommes et attaqua la ville de Columbus, tuant 18 Américains. C'était la première invasion étrangère du territoire continental des États-Unis depuis 1812. Le président Woodrow Wilson était furieux. Deuxièmement, Wilson ordonna au général de brigade John G. Pershing de mener 10 000 soldats au Mexique pour capturer ou tuer Villa. Cela devint connu sous le nom d'expédition punitive. Et ce fut la première opération militaire américaine à grande échelle, utilisant des véhicules motorisés et des aéronefs. L'armée américaine se modernisait, et le Mexique devint le terrain d'essai. Troisièmement, Patton n'était pas censé être là du tout. Son unité, le 8e de cavalerie, n'avait pas été sélectionné pour l'expédition. Mais Patton désirait désespérément une expérience de combat. Il se présenta un soir au quartier de Pershing et le supplia essentiellement de lui confier n'importe quel rôle, aussi subalterne soit-il. Pershing lui demanda pourquoi il méritait d'y aller. La réponse de Patton fut simple et honnête. « Parce que je veux y aller plus que quiconque ». Pershing, impressionné par l'audace du jeune officier, en fit son aide de camp personnel. George Smith Patton Jr. n'était pas un sous-lieutenant ordinaire. Né dans une famille aisée de Californie en 1885, il venait d'une lignée aux profondes racines militaires remontant à la guerre d'indépendance. Son grand-père et homonyme avait été un colonel confédéré tué à Winchester. Le jeune George grandit en écoutant des récits de guerre à table, mais voici la contradiction qui rendait Patton intéressant. Il souffrait terriblement de dyslexie à une époque où personne ne comprenait cette condition. Il dut redoubler sa première année à West Point parce qu'il avait échoué en mathématiques. Pourtant, ce même homme, qui peinait avec l'arithmétique de base, devint un maître tacticien militaire, capable de calculer de tête des géométries complexes de champs de bataille. Il était simultanément peu sûr de son intelligence et suprêmement confiant en ses capacités martiales. En 1916, Patton s'était déjà fait un nom de manière inhabituelle. En 1912, il participa au pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Stockholm, terminant 5e au classement général. Il y eut une controverse lors de l'épreuve de tir au pistolet. Les juges affirmèrent qu'il avait manqué la cible avec un tir. Patton insista, et certains historiens crurent qu'il était un tireur si fin que sa balle était en fait passée par un trou qu'il avait déjà fait. Que ce soit vrai ou non, cela vous dit ce qu'il pensait de lui-même. Il était aussi un maître escrimeur qui avait étudié l'escrime en France et avait littéralement conçu un nouveau sabre de cavalerie pour l'armée américaine. Le sabre de cavalerie modèle 1913, connu sous le nom de sabre Patton, privilégiait l'estoc à la taille, un choix controversé influencé par la théorie militaire française. L'homme s'entraînait au pistolet des heures chaque jour, de la main forte comme de la main faible, perfectionnant sa pression sur la détente. Il croyait sincèrement qu'il avait combattu dans des vies antérieures en tant que légionnaire romain et guerrier médiéval. Avant l'invasion de la Sicile, en 1943, le général britannique Harold Alexander lui dit « Vous auriez fait un grand maréchal pour Napoléon si vous aviez vécu au XIXe siècle. » Patton répondit sans hésitation « Mais j'ai vécu. » Ainsi, quand ce jeune officier étrange, brillant et contradictoire arriva au Mexique, il ne se satisfaisait pas du travail d'état-major. Il voulait de l'action. Il voulait faire ses preuves. Il voulait plus que tout sa première mise à mort. Et à sa ceinture, il portait un
tout nouveau revolver Colt simple action de l'armée à crosse d'ivoire, calibre 45 avec un canon de 4 pouces 3/4. Il était richement gravé par le maître graveur de Colt, Kuno Helfricht, avec ses initiales GSP, sculptées dans la crosse d'ivoire. Pour un sous-lieutenant gagnant 155 $ par mois, cette arme représentait un investissement significatif. Les Patton venaient de l'argent, et ils croyaient au symbole. Ce revolver était à la fois outil et talisman. En mai 1916, l'expédition punitive était en difficulté. Villa avait divisé ses forces en petites bandes de guérilla et avait disparu dans les montagnes de la Sierra Madre. Les troupes américaines se retrouvaient à poursuivre des fantômes à travers un terrain hostile. Pershing était frustré. Les journaux au pays commençaient à se demander si toute l'opération n'était pas une perte de temps et d'argent. Puis des rapports de renseignement indiquèrent que le capitaine Julio Cardenas était dans la région. Ce n'était pas un bandit quelconque. Cardenas commandait la garde personnelle de Villa, une unité d'élite appelée les Dorados, les Dorés. Il était le bras droit de Villa. Capturer ou tuer Cardenas serait une victoire significative, la preuve que l'expédition accomplissait quelque chose. Patton voulait désespérément cette mission. Il harcela Pershing à plusieurs reprises pour obtenir la permission de participer à la traque. Finalement, Pershing l'affecta à la troupe C du 13e de cavalerie. Début avril, des soldats du 16e de cavalerie trouvèrent la femme et l'enfant en bas âge de Cardenas au ranch de San Miguelito. Une fouille de suivi par les troupes de Patton trouva l'oncle de Cardenas au ranch. Selon le propre rapport de Patton, ils interrogèrent l'homme de manière agressive. L'oncle Enoch était un homme très courageux, écrivit Patton, et faillit mourir avant de pouvoir me dire quoi que ce soit. Quelle que soit l'information qu'ils extorquèrent, elle suggérait que Cardenas était toujours dans la région. Le 10 mai, Patton fouilla le ranch voisin de Rubio, mais ne trouva rien. 4 jours plus tard, le 14 mai, Pershing envoya Patton pour ce qui semblait être une mission de ravitaillement de routine. Prendre 3 voitures de tourisme Dodge, 10 soldats et 2 guides civils, et acheter du maïs pour les chevaux de la cavalerie. C'était un travail subalterne, de la logistique, pas du combat. Mais Patton y vit une opportunité. La mission d'achat de maïs le ramènerait dans la même zone où Cardenas était soupçonné de se cacher. Il n'allait pas la gaspiller. Sa petite force se composait d'un caporal, 6 soldats, 2 chauffeurs civils et 2 guides civils. Les guides étaient cruciaux, des hommes du pays qui connaissaient le territoire. L'un d'eux était E. L. Holmdahl lui-même, un ancien viliste qui avait changé de camp. Il voyageait dans 3 voitures de tourisme Dodge Brothers modèle 30 à 35 de 1915, des véhicules décapotables pouvant atteindre des vitesses de 80 km/h sur des routes correctes. Chaque soldat portait un fusil Springfield à verrou. Patton portait son Colt 45 à crosse d'ivoire, chargé de seulement 5 cartouches. La pratique alors, surtout avec les revolvers simple action, était de garder le chien abaissé sur une chambre vide pour éviter les décharges accidentelles. Ainsi, malgré une arme à 6 coups, Patton partit sur le terrain avec 5 balles. Ils achetèrent avec succès du maïs au ranch de Coyote et Rubio. Rien d'inhabituel. Mais alors, Patton remarqua quelque chose. Environ 50 ou 60 hommes traînant près des ranchs, non armés mais à l'allure rude. L'un de ses guides, l'ancien rebelle, en reconnut plusieurs comme des villistes. L'instinct de Patton s'éveilla. Cardenas était là. Il devait l'être. Patton prit une décision. Il fouillerait à nouveau le ranch de San Miguelito, le même endroit où ils avaient trouvé l'oncle de Cardenas, mais cette fois, il le ferait vite et fort. Il connaissait la disposition des lieux grâce à des reconnaissances précédentes. La maison principale entourait une grande cour avec un portail voûté du côté est. Un second bâtiment plus petit se trouvait au sud. La clé était de bloquer toutes les voies d'évasion simultanément. Ce que Patton s'apprêtait à faire dépassait ses ordres. Pershing l'avait envoyé acheter du maïs, pas lancer un assaut sur une position ennemie présumée avec seulement 10 hommes. Un officier prudent serait retourné à la base, aurait rapporté les renseignements et aurait attendu des renforts appropriés. C'est ce que disait le règlement. C'est ce qu'un officier soucieux de sa carrière et protégeant son avenir aurait fait.
Mais Patton n'était pas prudent, et il n'était pas intéressé par la sécurité. Il voyait une opportunité de se faire un nom, d'obtenir l'action de combat qu'il désirait ardemment, de prouver qu'il était plus qu'un officier d'état-major brassant des papiers pour un général. Il jouait sa carrière sur une intuition. S'il avait tort, si Cardenas n'était pas là, il passerait pour un imbécile téméraire qui avait abandonné sa mission pour une chasse aux chimères. S'il avait raison, mais que l'opération tournait mal, si des soldats américains mouraient, lors de ce qui était censé être une course au maïs, sa carrière militaire serait terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Patton exposa son plan, et les 3 voitures approcheraient le ranch sous différents angles. 2 voitures transportant 8 hommes bloqueraient la sortie sud-ouest, où un muret offrait une voie d'évasion. Patton lui-même prendrait la voiture restante avec un chauffeur, un soldat et le guide Holmdahl vers l'entrée nord-ouest, le portail principal. Le timing devait être parfait. Si quelqu'un les voyait arriver trop tôt, Cardenas s'échapperait à cheval dans le désert, et il ne le rattraperait en jamais. Les voitures devaient rouler vite, au moins 65 km à l'heure, pour couvrir la distance avant que quiconque puisse réagir. C'était de la guerre mécanisée improvisée, quelque chose que l'armée américaine n'avait jamais tenté auparavant. La doctrine de cavalerie avait des siècles. Les tactiques automobiles, ils les inventaient au fur et à mesure. Les voitures Isao foncèrent fort vers le ranch, moteur rugissant, poussière tourbillonnant derrière elles. Le véhicule de Patton dérapa jusqu'à l'arrêt près du portail principal. Il descendit, son revolver à crosse d'ivoire dégainé. Le chauffeur resta avec la voiture, moteur tournant. Le soldat et Holmdahl se déployèrent en position de soutien. Pendant un moment, tout fut immobile. La cour semblait vide. Puis quelqu'un à l'intérieur de la maison principale les repéra et se mit à courir. Patton entendit des cris en espagnol. Soudain, 3 cavaliers jaillirent par le portail voûté au grand galop. Ils avaient été en train de seller leurs chevaux, surpris mais pas piégés, et ils étaient armés. Le cavalier de tête chargeait droit sur Patton. La distance se réduisait rapidement, 50 mètres, 40, 30, 20. À 20 mètres, presque à bout portant pour une carabine de cavalerie, les cavaliers ouvrirent le feu. Chez les dires, la plupart des hommes auraient plongé à couvert. Patton tint sa position. Il leva son colt, visa le cavalier de tête et pressa la détente. La crosse d'ivoire tressauta dans sa main. Son premier tir au combat. La balle toucha le bras du cavalier, le brisant. Patton tira à nouveau, touchant le cheval. L'animal et le cavalier s'effondrèrent lourdement dans un nuage de poussière. 2 autres cavaliers passèrent tostas au tonnerre devant lui, carabine crépitant. Patton leur tira dessus au passage puis se jeta derrière le coin. Il devait recharger. C'est là que tout alla de travers. Les mains de Patton actionnèrent sur le volet de chargement du Colt, éjectant les douilles vides, cherchant maladroitement de nouvelles cartouches à sa ceinture. Les revolvers simples action sont lents à recharger, même pour un expert. Chaque cartouche doit être chargée individuellement, et pendant qu'il rechargeait, les vilistes tiraient toujours. 3 coups claquèrent près de sa tête en succession rapide. Selon son propre récit dans une lettre à son père, les balles passèrent si près qu'il les sentit passer. N'importe laquelle de ces balles aurait pu mettre fin à la carrière du futur général le plus célèbre d'Amérique la même, dans une cour mexicaine. Mais elles le manquèrent de justesse. Plus tard, quand les gens demandaient à Patton pourquoi il portait ces 2 armes caractéristiques, il revenait toujours à ce moment. Pendant la mêlée, dit-il au général Kenyon Joyce, j'ai dû m'arrêter pour recharger mon 6 coups. Pendant que je le faisais, 3 balles ont failli me toucher à la tête. C'est alors qu'il décida qu'une seule arme ne suffisait pas. Plus jamais il n'irait au combat avec une seule arme. Mais le combat dans la cour n'était pas terminé. Patton finit de recharger et sortit de son abri. Le 2e cavalier était toujours en selle, essayant de contrôler son cheval tout en pointant sa carabine. Patton tira. Le cheval s'effondra. Le cavalier roula au sol, se releva et tendit la main vers son arme. Ce fut une erreur. Plusieurs soldats de Patton avaient maintenant rejoint le combat, leurs fusils Springfield aboyant. Le viliste s'effondra sous une volée de tirs. Le 3e cavalier avait parcouru 100 mètres et était presque hors de portée. Plusieurs soldats ouvrirent le feu. La distance était extrême pour un tir précis avec les armes de l'époque, mais une balle trouva sa cible. Le 3e cavalier tomba de son cheval, mort ou mourant. Le 1er cavalier, celui que Patton avait touché au bras, courait maintenant à pied, blessé mais pas vaincu.
C'était Cardenas lui-même, bien que personne ne le sût encore. Il se dirigeait vers un muret, essayant de s'échapper. Holmdahl, le guide et ancien viliste, le poursuivit. Selon plusieurs témoignages, Holmdahl offrit à Cardenas une chance de se rendre. Cardenas leva les mains. Puis, dans un dernier acte de défi ou de désespoir, il saisit son pistolet et tira. Le coup manqua Holmdahl. Le tir de riposte de Holmdahl ne le manqua pas. Il lui mit une balle dans la tête. La fusillade dura peut-être 2 minutes. 3 hommes étaient morts. Aucun d'eux n'était américain. Et quand les habitants identifièrent finalement les corps, Patton apprit que son pari avait payé. Le premier homme qu'il avait abattu, celui qui menait la charge, était le capitaine Julio Cardenas, commandant de la garde personnelle de Villa, bras droit des forces villistes, l'un des hommes les plus recherchés du Mexique. Ce qui se passa ensuite allait devenir l'une des images les plus controversées de toute l'expédition mexicaine. Patton ordonna que les 3 villistes morts soient attachés sur les capots des voitures, comme des trophées de chasse. Cardenas, Juan Garcia, qui fut identifié comme le 2e cavalier, et le 3e homme dont le nom ne fut jamais connu, furent ligotés face vers le haut sur les ailes avant des Dodge. Puis Patton ordonna à son petit convoi de rouler directement vers le quartier général de Pershing à toute vitesse. Imaginez ceci, 3 voitures de tourisme décapotables fonçant à travers le désert mexicain à 80 km/h, soulevant d'énormes panaches de poussière, avec 3 cadavres attachés sur les capots. Macabre, absolument. Efficace, incroyablement. Le convoi attira l'attention de chaque avant-poste américain qu'il croisa. La nouvelle se répandit plus vite que les voitures ne pouvaient être roulées. Quand Patton arriva au quartier général, il était déjà célèbre. Des journalistes de journaux américains attendaient. Ils avaient entendu dire que quelque chose de dramatique s'était passé. Quand ils virent les corps, ils s'enflammèrent. C'était exactement le genre d'histoire qui ferait vendre des journaux au pays. Un jeune officier américain, à peine 30 ans, mène un raid motorisé audacieux, tue le bras droit de Villa dans une fusillade à 20 pas. Ça avait tout. De l'action, de la technologie, la mystique du Far West, une victoire claire dans ce qui avait été une campagne frustrante. Les journaux appelèrent Patton un tueur de bandits. Certains récits étaient plus précis que d'autres. Plusieurs journaux rapportèrent incorrectement que Patton avait personnellement tué les 3 hommes. La vérité était plus compliquée. Patton avait définitivement tiré sur Cardenas et son cheval. Il avait tiré sur les 3 hommes. Mais avec plusieurs soldats, tirant simultanément, et les 3 corps montrant de multiples blessures, il était impossible de déterminer avec certitude qui avait tiré les coups mortels, sauf pour Cardenas. Tout le monde s'accordait à dire que Holmdahl l'avait achevé avec le tir à la tête, mais Patton n'allait pas corriger l'interprétation généreuse des journaux. Il grava des encoches dans la crosse d'ivoire de son colt. 3 encoches, une pour chaque homme mort. Ce détail, plus que tout autre, capture la personnalité de Patton. En partie véritable guerrier, en partie homme de spectacle, toujours conscient de son image. Il prit aussi la selle à pointe d'argent et le sabre de Cardenas comme trophée personnel. Des années plus tard, les éperons de Cardenas se retrouveraient au musée de la Seconde Guerre mondiale à Natick, Massachusetts, preuve tangible de cet après-midi poussiéreux au Mexique. Pershing était ravi. Enfin, un succès clair à rapporter. Il promut Patton au grade de 1er lieutenant sur le champ et lui donna un nouveau surnom qui allait rester, Bandito. Quand Pershing fut promu pour commander les forces américaines en France l'année suivante, il demanda spécifiquement que le capitaine Patton, maintenant promu à nouveau, l'accompagne comme aide de camp. Mais la conséquence la plus importante de cette fusillade se produisit en privé, dans l'esprit même de Patton. Dans des lettres à son père et dans des conversations avec ses camarades officiers, Patton revenait sans cesse au même moment. Ces 3 balles, qui avaient manqué sa tête pendant qu'il rechargeait, le sentiment d'impuissance d'avoir une arme vide alors que l'ennemi tirait encore. Il ne voulait plus jamais revivre cela. Il prit une décision ferme. À partir de ce jour, il porterait toujours au moins 2 armes de poing. Le Colt 45 simple action de l'armée resterait son arme principale, celle qu'il portait au quotidien. Mais il commença à chercher un second revolver pour le compléter. Quelque chose de puissant, quelque chose de moderne, quelque chose qui pourrait servir de ce qu'il appelait son arme, de mise à mort si l'arme principale échouait ou se vidait au combat. Il le trouva en 1935. Patton acheta directement chez Smith & Wesson un tout nouveau revolver,
Registered Magnum en calibre 357 Magnum, plus tard désigné modèle 27. Le 357 Magnum n'avait été introduit que cette même année. C'était la cartouche d'armes de point de production la plus puissante disponible à l'époque. Patton fit personnaliser le revolver avec des crosses d'ivoire assorties à son Colt, gravées de ses initiales G, SP et de ses étoiles de général. Pour le reste de sa carrière militaire, couvrant la Seconde Guerre mondiale et la libération de l'Europe, Patton porta les deux revolvers, le vieux Colt 45 sur une hanche, le Smith & Wesson 357 sur l'autre, deux revolvers à crosse d'ivoire qui devinrent autant une partie de son image que son casque poli et sa cravache à pommeau de nacre, bien que techniquement, il les porta rarement tous les deux simultanément. Selon ses aides de camp et les membres de sa famille, le 45 était pour le port quotidien. Le 357 était spécifiquement pour les situations de combat où il s'attendait à avoir besoin d'une puissance de feu maximale. L'impact immédiat de la fusillade de San Miguelito fut significatif mais localisé. Pour l'expédition punitive, ce fut l'une des rares victoires claires. Villa lui-même ne fut jamais capturé. L'expédition se retira du Mexique en février 1917 sans avoir atteint son objectif principal. Mais elle accomplit quelque chose de sans doute plus important. Elle donna à l'armée américaine sa première expérience de la guerre mécanisée et aérienne moderne. Les leçons apprises au Mexique, les tactiques développées par des officiers comme Patton, s'avéreraient cruciales quand l'Amérique entra dans la Première Guerre mondiale seulement 2 mois après la fin de l'expédition. Patton partit en France avec Pershing et devint l'un des premiers officiers affectés au corps de chars nouvellement formé. Les mêmes tactiques d'assaut mécanisé agressif qu'il avait improvisées au Mexique, il les appliqua maintenant à la guerre de chars en Europe. Pour Patton personnellement, les conséquences furent transformatrices. Cette fusillade le rendit célèbre au sein de l'armée. Elle lui donna les références de combat qu'il désirait désespérément. Elle lui valut la faveur et le patronage de Pershing, qui s'avérerait inestimable tout au long de sa carrière, et elle lui enseigna une leçon sur la préparation qui façonna sa philosophie de commandement. Ne jamais compter sur un point de défaillance unique, toujours avoir une solution de secours, toujours avoir une seconde arme, un second plan, une seconde option. Cette pensée s'étendit bien au-delà des armes à feu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Patton devint connu pour sa planification de redondance obsessionnelle, des routes d'approvisionnement multiples, des canaux de communication multiples, des positions de repli multiples. L'homme qui s'était retrouvé à court de balles dans une cour mexicaine s'assura que ses armées ne manquent jamais de rien. Les revolvers à crosse d'ivoire devinrent la marque de fabrique de Patton. Ils apparurent dans d'innombrables photographies et actualités filmées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils figurèrent en bonne place dans le film Patton de 1970 qui remporta l'Oscar du meilleur film et fit de George C. Scott une star. Il y a une scène célèbre dans ce film, basée sur un incident réel, où un journaliste interroge Patton sur ses revolvers à crosse de nacre. Scott, alors que Patton prononce la réplique avec un dédain parfait. Elles sont en ivoire. Seul un proxénète d'une maison close bon marché de La Nouvelle-Orléans porterait un pistolet à crosse de nacre. C'était un schéma authentique, citation documentée par de multiples sources, notamment le livre de l'auteur Milton Perry, Patton and His Pistols. Patton était pointilleux sur les matériaux et le symbolisme. L'ivoire avait une signification culturelle. La nacre était tape à l'œil. La distinction comptait pour lui. Au moment où Patton mourut en décembre 1945, tué dans un accident de voiture à Heidelberg en Allemagne, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces revolvers étaient devenus légendaires. Ils sont maintenant exposés dans des musées et des collections privées. Le Colt 45 original, avec ses 3 encoches, se trouve au musée du général Patton à Fort Knox, dans le Kentucky. Le Smith & Wesson 357 Magnum a été exposé dans divers musées militaires au fil des années. Et ce sont des pièces de l'histoire militaire américaine, mais ce sont aussi des rappels d'une leçon spécifique apprise un jour spécifique. Le 14 mai 1916, quand un jeune officier apprit qu'être un guerrier exige plus que du courage et de l'habileté, cela exige d'être préparé pour le moment où votre arme principale vous fait défaut et que vous êtes encore bel et bien dans le combat. Il y a quelque chose de profondément humain dans la philosophie des 2 armes de Patton, qui transcende les tactiques militaires. Combien d'entre nous
on fait face à un moment où notre premier plan a échoué. Quand notre solution principale n'a pas fonctionné, quand nous avons été à court de munitions, métaphoriquement parlant, et que le problème chargeait encore vers nous. La réponse de Patton n'a pas été de se figer. Ce n'était pas d'accepter la défaite, c'était de s'assurer que cela n'arrive plus jamais, de construire une redondance, d'avoir toujours un plan de secours. Les revolvers n'étaient pas vraiment une question de puissance de feu, bien que cela comptait. C'était une question de psychologie, de confiance, de savoir que si une solution échoue, vous en avez une autre immédiatement disponible. Vous n'avez pas à battre en retraite. Vous n'avez pas à attendre de l'aide. Vous pouvez continuer à vous battre. C'est une leçon qui s'applique bien au-delà des champs de bataille. En affaires, dans les relations, dans le travail créatif, dans la vie, les gens qui réussissent sont souvent ceux qui ont toujours un plan de secours, une deuxième option, une autre voie à suivre quand le premier chemin était bloqué. Mais il y a aussi un côté plus sombre à considérer. L'obsession de Patton pour la préparation basculait parfois dans la paranoïa. Son besoin de contrôle, de multiples contingences, de ne jamais être pris vulnérable, fit de lui un général efficace, mais un être humain difficile. Il faisait confiance à peu de gens. Il poussait ses subordonnés sans pitié. Il collectionnait les ennemis. L'homme qui apprit au Mexique à toujours porter une seconde arme n'apprit jamais à baisser sa garde, même quand les combats étaient terminés. Le coût psychologique d'une vigilance constante est l'épuisement. Alors peut-être que la vraie leçon n'est pas seulement de porter 2 armes, c'est de savoir quand vous en avez besoin et quand vous n'en avez pas besoin. De trouver l'équilibre entre préparation et paix, de comprendre que le combat pour lequel vous vous entraînez pourrait ne pas être celui qui arrive réellement. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, vous pourriez apprécier d'en apprendre davantage sur d'autres moments qui ont défini la carrière de Patton. Regardez notre vidéo sur la façon dont il a orchestré le légendaire pivot de la 3e armée pendant la bataille des Ardennes, une manœuvre que les historiens militaires étudient encore aujourd'hui. C'est une autre histoire de préparation rencontrant l'opportunité. Si vous voulez plus d'analyse approfondie sur les vraies histoires derrière les figures militaires célèbres, abonnez-vous et activez les notifications. Nous recherchons les moments que les manuels scolaires passent à lire sous silence, les décisions qui ont tout changé, les détails qui rendent l'histoire humaine. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois l'équipement le plus important n'est pas l'arme que vous tirez en premier. C'est celle que vous avez quand tout le reste est épuisé.